Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Kiritsu Podcast. Aujourd'hui, du coup, on aimerait vous parler de l'équipement en force athlétique, de l'équipement pour le RAW. On va commencer par un peu parler de ce qui, à notre sens, nous semble le plus important. Je sais pas ce qui pour toi te semble le plus important, Nathan. Alors personnellement, l'équipement qui me semble le plus important, c'est surtout celui qui va demander le plus de temps d'apprentissage, d'utilisation. Pour moi, personnellement, c'est la ceinture, parce que c'est premièrement celui qui va nous permettre de gratter le plus de kilos le plus rapidement possible. Deuxièmement, c'est à mon sens l'un des vraiment des seuls, équipements qui est dit actif, donc qui va vraiment avoir besoin d'une certaine action contre, cet équipement-là pour vraiment, qu'il serve à quelque chose parce que, vous utilisez une ceinture si vous ne savez pas, faire un bracing correct, la ceinture ne servira à rien du tout en fait, parce qu'on peut pas, démultiplier une pression intra-abdominale si la pression intra-abdominale de base, elle est égale à 0 en fait. Donc c'est à mon sens, vraiment l'équipement que je conseillerais d'acheter en premier et d'apprendre à utiliser en premier parce que, le bracing ça reste quand même, la base, on va dire, de l'AFA. C'est pour moi l'équipement à prioriser. Voilà, donc je sais pas toi, c'est quel équipement pour toi te semble le plus important? En fait, j'aurais eu tendance à dire, la ceinture aussi, pour à peu près les mêmes raisons parce que, faire un mouvement avec ou sans ceinture, pour le coup, je trouve que c'est pas vraiment la même chose. Même si, pour moi, ça me semble important aussi de savoir quand même, maîtriser les fondamentaux, en beltless quoi. Parce que ça m'arrive souvent si je programme du beltless, de voir qu'en fait, la personne sans ceinture, elle est incapable d'avoir son pattern habituel. Ouais, au niveau proprioception, c'est pas du tout la même chose non plus, Ouais, voilà, et avec le temps, je me rends compte que potentiellement, il y a aussi les bandes poignets qui peuvent être importantes dès le début, juste pour les douleurs en règle générale, pour le squat ou pour le bench? les 2. Parce que OK. tu vois, j'ai pas mal d'athlètes, qui avaient beaucoup de douleurs au poignet que ce soit au squat ou au bench et qui avaient pas de bande poignet, mais qui avaient déjà investi dans une ceinture et tout et au final, en fait, à partir du moment où je leur ai fait investir dans des bonnes bandes, en fait, ben, leur progression, elle s'est un peu relancée parce que, tout de suite, Ils il y sont avait plus limités par la douleur, en fait. ouais, c'est ça. Donc ça aussi. Je pense, pour moi, c'est les 2 plus importants. OK, après je pense que ça dépend aussi pas mal de la pathologie et du comment dire? Du profil de l'athlète. Ouais. C'est-à-dire que, on a quelqu'un, forcément qui a plus tendance à avoir des petites gênes au niveau lombaire, on va le diriger vers la ceinture directement. Quelqu'un qui aura plus tendance à avoir des petites douleurs au genou et du coup être limité dans sa capacité de travail, peut-être partir sur des genouillères en premier, ça pourrait être une solution aussi. Mmh. On en revient aussi sur les bandes de poignet pour quelqu'un, qui aurait des douleurs, au squat par exemple, sur le low bar ou même sur le high bar des fois ou, au bench directement au niveau des poignets. Investir dans des bandes de poignets et cetera et cetera. Enfin, en fait, c'est vraiment, à adapter entièrement en fonction du profil de la personne. Il y a pas vraiment d'équipement, à prioriser, dans un sens, mais vraiment si on prend une généralité et des athlètes qui sont totalement sains, personnellement, je partirais plus sur une ceinture en premier quoi. C'est ça que je voulais dire. Ouais, c'est ça. Je pense aussi ça dépend, éventuellement aussi du niveau. Si tu prends quelqu'un qui commence les sports de force, qui a vraiment zéro background, je pense qu'en fait, il y a aucun équipement qui Ah est non, ça sert il y a pas d'intérêt en fait, ouais, voilà, c'est c'est ça. Alors que tu récupères un mec qui a déjà fait, de la muscu, qui faisait déjà des 3 mouvements, ou même un mec qui a déjà fait, 1 an de force un petit peu à sa sauce, ça peut être intéressant direct de lui faire investir dans quelques équipements, tu vois? oui, puis après l'équipement n'est absolument pas, obligatoire, on va dire les genouillères, les bandes de Ouais, poignets, les ceintures, c'est pas quelque chose d'obligatoire. Il y a déjà des athlètes, qui ont fait, des compétitions sans rien de ça et qui ont très bien performé. Bon, c'est des gens déjà qui ont principalement des passés sportifs énormes ou qui ont fait de la muscu pendant, de la muscu classique, genre body, choses comme ça, pendant 10 ans avant. Les mecs, ils arrivent et ils soulèvent, 250, 280 haltères, sans difficulté, sans ceinture, sans rien, ou même des squats, à 200 kilogrammes, comme ça sans forcer quoi. mmh. Pour ce là, on sait que si on intègre, des équipements et qu'on les mecs on les optimise en fait, techniquement parlant pour la FA, ils vont devenir, monstrueux parce que justement ils ont un gros passé sportif derrière quoi. Oui, je suis assez d'accord. Voilà, donc Est-ce après vas-y, Ouais. dis?
tu voulais peut-être enchaîner, un peu détailler, peut-être, équipement par équipement. Ouais, je pense, ouais. Commencer par la ceinture du coup, vu que c'est ce que tu conseillais, en Ouais, premier quoi. ouais, ouais, ouais. Bah, on retrouve, enfin 2 gros types de ceintures. Bah, il y a la ceinture à boucle et la ceinture à levier. Mmh. Ça, c'est à mon sens, juste de la préférence. Donc, est-ce qu'on aime se faire chier à mettre une boucle ou est-ce qu'on aime, avoir la vie simple et mettre un levier? Bon, après il y a d'autres choses, hein, il y a d'autres choses qui rentrent en compte sur les 2 ceintures. Hem, les 2 ceintures quand même les plus connues restent, bah, SBD et A7, la ceinture, pionnière qu'ils ont. On va dire qu'ils sont les plus utilisés, ceinture à levier bien sûr, qui ont un gros avantage, c'est qu'en fait vous pouvez régler, en temps réel dans un sens votre comment dire? Votre réglage de ceinture. Donc quand on a bien mangé la veille ou qu'on n'est Ouais, pas tu pas passé par besoin les toilettes de juste avant, il y a pas besoin de se prendre la tête. tu Ça pas c'est besoin vraiment d'avoir quelque un tournevis sur toi tout le temps, exactement. Exactement. Après, c'est pas pour ça que c'est, les ceintures les à privilégier. Quand on n'a pas 300 balles à mettre dans une ceinture, bon, ça a énormément évolué en termes de prix, par rapport à personnellement, quand j'ai commencé, une ceinture SBD, c'était, 200 balles plus, fallait juste payer les frais de port et tu t'en sortais pour 220 balles la ceinture. Maintenant là, bon, ils ont un peu abusé et on se retrouve à 280 balles la ceinture. Vous allez sur Vinted, pour trouver un truc moins cher, vous les retrouvez à 350 quand c'est en rupture de stock, enfin faut pas déconner non plus, quoi. C'est pas une PS5 le truc. Mais bon, voilà. Bah après, il y a d'autres paramètres à prendre en compte. La ceinture SBD et A7 sont excellentes de par leur rigidité, de par aussi leur praticité aussi, comme on vient de le dire. De par leur largeur, etc. C'est vraiment, en fait, ils ont exploité au maximum ce que les règles leur permettaient pour faire une ceinture ultra rigide. Euh, en fait, qui, pour la plupart des gens, sera la plus optimale et la meilleure à utiliser. Mais après, c'est encore une fois, ça, c'est un prix qui est assez conséquent et je pense pas honnêtement que ce soit nécessaire de mettre autant d'argent dans une ceinture, surtout quand on commence. Ouais et puis, je pense que ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'essayer de l'essayer, enfin de si t'as quelqu'un qui l'a déjà, Ouais, de pouvoir l'essayer avant parce que, ça fait quand même un gros investissement pour une ceinture que t'as jamais testée et pour le coup, moi, pour l'avoir testé genre deux trois fois, je sais que moi, personnellement, je déteste. Jamais, je mettrais de l'argent, pour l'instant pour ça, pour non mais c le enfin, rageux de SBD. non, non, du tout, mais je veux dire, par exemple, moi, je tire en tradi. Quand tu tires avec la ceinture SBD, j'ai juste Bon, ça te l'impression fracasse les côtes, de quoi. ouais, voilà, j'ai l'impression de me faire péter les côtes par 3 mecs, quoi, donc c'est pas hyper, intéressant et je me dis: «Bah, peut-être qu'un jour, si j'avais pas essayé, je l'aurais acheté», et je pense que quand tu reçois, te ta ceinture, qui a coûté 300 balles T'es et tout content. que t'es tout content et que tu la mets, tu là en mode: «Mais je peux pas C'est taire tout. avec ça, je peux pas taire avec ça, c'est pas possible», ça je pense que ça fait un peu chier et d'ailleurs, on voit pas mal d'athlètes, qui, ben, reviennent, un peu à d'autres ceintures moins rigides, Plus souple, ouais. ouais, plus souples, notamment sur le terre, du coup. Moi, C'est c'est honnêtement, je conseille jamais de commencer par une ceinture ouais, SBD. C'est ouais. vraiment le dernier conseil que j'ai parce que, hormis l'aspect prix, hem et bah, je sais plus ce que je voulais dire. Bah, c'est comme en fait, Heu, c'est comme tu disais, c'est tellement optimisé, c'est comme si tu étais débutant et que tu commençais avec un French low bar, alors que tu fais 60 kilos, tu vois? Genre, il y ouais, a enfin, fais les choses dans l'ordre, en fait, déjà, achète, c'est achète ça. Bah, un en fait, sur, 10 si millimètres. pour parler un peu plus de morphologie et de pour qui ça correspond, à mon sens, déjà, si vous faites moins d'1 m 60, il faut pas prendre de ceinture Ouais, SBD. ouais, c'est clair. À moins que vous ayez, 30 centimètres de jambes et 60 et enfin le reste de taille, de torse. Ouais. Mais en fait, vous aurez tellement peu d'écart entre vos hanches en fait et votre bassin et les côtes, qu'il y en a forcément un des 2 qui va prendre tarif. Moi, je dois avoir, 3 athlètes qui se sont pété des côtes mais 1er degré à cause de enfin, qu'ils ont failli se péter des côtes à cause de justement de la ceinture SBD. C'est-à-dire, bon Mmh. après ils ont été un peu bêtes aussi, c'est qu'ils ont mis au dernier cran, ils ont essayé de la serrer au maximum. Heu, voilà, il y en a avec qui on s'est retrouvé pendant 2 mois à pas pouvoir mettre
de ceinture à être bloqués au niveau du bracing parce que ils avaient acheté une ceinture SBD qui était et qui leur convenait pas. Donc voilà, premièrement il y a ça. Deuxièmement, si vous avez une morphologie, vous avez des fémurs très longs, des tibias très longs, vous avez un torse qui est minuscule. C'est pas le meilleur choix qu'il y a à faire parce qu'en fait vous allez être limité en termes de mobilité de hanche justement parce que vous pourrez pas descendre et en fait sur un squat déjà de base si vous avez cette configuration là vous allez être limité en termes de mobilité et au moment où vous allez arriver vous allez plus pouvoir descendre au squat et vous auriez pris une ceinture qui est un peu plus souple et qui du coup va venir se tordre en suivant la courbe de votre torse, vous allez pouvoir peut-être descendre 5 centimètres plus bas, alors qu'avec la ceinture SBD, vous auriez pas pu, et vos codes vont pas prendre autant de tarifs, et en fait, vous pourrez faire les choses normalement. On voit aussi beaucoup d'athlètes, surtout ceux qui font du sumo extrêmement droit et extrêmement relevé, qui se retrouvent sans ceinture, parce que en fait, s'ils mettent une ceinture, et encore plus une ceinture SBD, en fait, ils pourront pas atteindre cette position-là, par exemple. Ouais. C'est- T'as Après, parlé comme de... Ouais, tu parlais aussi plus ou moins... Enfin, serrer la ceinture au cran maximum. faire Pour un moi, point sur le c'est... bracing, Ouais, voilà, faire un point sur le bracing. En fait, pour moi, serrer la ceinture au maximum, c'est vraiment le pire call à faire. Euh, Parce que, en gros, effectivement, quand tu serres ta ceinture au maximum, oui, tu vas sentir ton ventre contre ta ceinture et tu vas peut-être avoir l'impression de brace juste parce qu'en fait, vu elle est en train de te faire un garrot, bah forcément, t'as un feedback, tu vois. et ouais, Mais tu prends un tout petit peu d'air et t'as l'impression d'avoir un bracing du c'est senior, mais en ça. fait, pas du tout, quoi. Le but, c'est de créer la plus grosse pression intra-abdominale possible. Donc, c'est de pouvoir étendre au maximum son ventre. Et en fait, si vous restreignez la place que vous pouvez prendre, en fait, votre breathing, il sera pas optimal. Et du coup, quand vous êtes entre deux crans de ceinture et que vous hésitez, moi, je conseille toujours de prendre le Le cran le plus moins bas, serré. ouais. Ouais, c'est ça. Le but, Après, c'est ça pas non dépend. plus d'être... Après, après, le conseil... ça dépend Ouais. aussi du ressenti de la personne. Le but, c'est pas non plus de pas se sentir soutenu. Si vous avez l'impression que vous êtes beltless avec le truc en moins, en fait, ça dépend du mouvement aussi. Sur un terre, comme ça demande beaucoup plus de flexion de hanche, et du coup d'être beaucoup plus penché, la ceinture va beaucoup plus se gêner. Donc à ce moment-là, il est conseillé d'avoir une ceinture un peu plus desserrée. Par contre, sur un squat, où justement, vous aurez une position de buste, généralement plus droite. euh, Là, vous aurez la possibilité de serrer un peu plus la ceinture et d'être un peu plus, on va dire, enfin gainé dans un sens, et d'être un peu plus gêné, ça ne vous gênera pas, quoi. Mais voilà, si vous aviez le choix et que vous savez pas trop quoi choisir, là, je suis d'accord avec Nathan, il faut se diriger vers un serrage de ceinture un peu moindre. Mais c'est tout. Ouais. Bon, après, une fois serré, il faut quand même. Enfin, une fois que. Je sais pas si tu verrouilles ton loquet, il faut que tu te sentes. Faut que tu te sentes serré, c'est sûr. Mais. J'ai un bon repère, je mets la ceinture. Déjà, faut pas qu'elle me serre quand je suis. Pour moi, faut qu'elle tienne sur le ventre sans être serrée, mais qu'elle ne me serre pas. Euh, En tout cas, c'est que je la sente pas sur mon ventre, mais par contre qu'elle tienne toute seule sur mon ventre, par exemple. Ça, Hmm. bon après, moi, je suis un peu gros, donc c'est pas pareil. Pour moi, c'est un bon repère. Ou alors, c'est simple, c'est vous mettez votre ceinture. Il faut que vous puissiez passer votre main entre votre ventre et votre ceinture sans avoir de bracing. Euh, et qu'une fois, par contre, que vous resserrez la ceinture et que vous faites votre bracing, justement, vous devez pouvoir l'enlever. Vous devez pas pouvoir l'enlever, par exemple. D'accord? En fait, c'est vraiment, vous mettez votre ceinture, vous la serrez. Vous pouvez passer votre main quand vous faites pas de bracing. Par contre, à partir du moment où vous faites votre bracing, la main, vous ne devez plus pouvoir l'enlever. Hmm. Et ça vous donne Un repère, ouais. un repère, en fait, tout Ouais. simplement. Parce que ça, au moins, vous savez que vous avez assez de place euh, pour pouvoir prendre assez d'air, donc qui correspond à la main, en fait. Et c'est assez serré, justement, pour pouvoir maintenir cet air-là, en fait, dans un sens. Dans un sens. Je bégaye. Moi, je pense que globalement, sur la ceinture, on a fait plutôt le tour, là. Après, je pense que donner des petits exemples de marques pas chères, ce serait pas mal. Euh, Strange Shop, en vrai. Strength Shop, Metal France. Moi, j'ai commencé avec une Metal France. C'est bien, c'est une marque, je crois, française. Le retour Warrior SAV, il Gear. est excellent. Euh, Vous avez, après, c'est toutes les marques comme ça. C'est très simple après à choisir. Vous trouvez une ceinture qui vous plaît. Vous allez sur le site FF Force, vous regardez règlement, vous allez sur IPF Approved, vous Hmm. aurez la liste de tout le matériel. Si votre ceinture n'apparaît pas dans ce matériel-là, c'est qu'elle sera refusée en compétition.
Donc faites juste attention à ça et après, honnêtement, une ceinture à 80 € pour commencer, Ouais, c'est c'est ça. largement suffisant et vous en trouverez plein Puis tu vas la et garder longtemps, ouais. exact, tant que vous prenez pas une ceinture Décathlon, Ouais, autant pas en prendre là pour le coup. ouais, c'est ça. Autant ne pas en prendre, quoi. Ouais, ouais. OK, bah écoute, on peut enchaîner du coup peut-être sur les genouillères? Ouais, OK, bah, un peu dans la même veine du coup que la ceinture. Là, c'est un peu la mode, dernièrement du coup, tu toutes les marques qui sortent leurs genouillères, ultra rigide. ouais, équipement militaire là. Bon, bah, pareil, ça pour un Nathan débutant, le rageux. non, non, du tout, mais pareil, bah, pour un débutant, ben, ça, on va peut-être éviter. Même au final, je trouve que de plus en plus, les athlètes, tu vois, genre, qui sont passés sur ce genre de genouillère, il y en a pas mal qui ont tendance à commencer à dire que au final, c'était peut-être pas le bon call. Il y en a beaucoup qui trouvent qu'il y a eu de gros changements sur les patterns. Il y a pas mal Ah, c'est d'athlètes. pas nouveau, en fait, c'est surtout si vous mettez pas une charge assez conséquente pour que la genouillère se plie, Ouais. heu, bah, c'est normal, en Il y a fait. pas mal d'athlètes aussi, tu sais, qui ont les A7, les A7 et comme ils sont athlètes internationaux, ils sont obligés de passer sur les SBD en comp, Mmh. et qui le sentent aussi du coup, que, bah, forcément tu t'es entraîné toute ta prépa, avec d'autres genouillères et tu dois repasser sur d'autres le jour de la comp, c'est pas forcément le bon call non plus. Après ça Après, honnêtement, en ayant testé, parce que moi j'ai des rigor mortis, que j'ai acheté récemment. Je me suis fait niquer sur la taille d'ailleurs. Hem En fait, je ne ressens absolument pas de gain de force pure, sur le moment donné. C'est-à-dire que peut-être ça me rajoute 2,5 kilos, mais Mmh, honnêtement, on sent pas vraiment de changement à ce niveau-là. En tout cas, c'est ce qu'on m'a rapporté, en général. ouais, je suis assez d'accord. Par contre, en termes de stabilité, en bas du mouvement et en termes de capacité de travail que vous gagnez, sur votre squat, imaginons, vous avez tendance à à être bloqué, à commencer à avoir des douleurs, j'en sais rien, à 12 séries hebdomadaires de squat, bah là, peut-être que pour le même ressenti, vous pourrez en encaisser, 15-16 par exemple. Mmh, Et justement, bah, ça permet, j'ai pas envie de dire de débloquer une progression, mais si vous avez, j'en sais rien, des douleurs à un moment, passer en rigor mortis, même sur des fois un squat semaine, ou en ouais. INSER ou quoi que ce soit, ou en général ultra stiff, ça va vous permettre en fait d'encaisser plus et surtout pour des athlètes de haut niveau, en fait, qui sont des fois bloqués parce qu'ils peuvent pas faire plus à cause justement de douleurs, parce qu'il faut pas se leurrer, 90 des athlètes de haut niveau, ils sont fracassés de partout. Mmh. Ça va vous permettre justement de passer un level up au-dessus. Ça veut pas dire de faire 12 à 16 séries d'un coup, mais peut-être de passer de 12 à 13 et vous allez, pouvoir relancer votre progression parce que vous serez plus limité encore une fois par les douleurs que vous aurez, quoi. Ouais, ça. En fait, de la même manière que passer de zéro genouillère à, paire de genouillères entre guillemets «classiques», va pas y avoir non plus, un monde. Bah, là, quand vous êtes habitué à des genouillères classiques, passer sur des ultra stiff, ça va pas être, non plus vous allez pas prendre 10 kilos, par magie, Ah non, non, non. sur Bah, votre squat, hein. déjà, honnêtement, vous passez de rien à une genouillère, que ce soit stiff ou que ce soit normal ou Ouais, peu il se passe importe. rien, il se passe rien. Ah si, bah, Non, mais je veux dire, si non, mais je veux dire, moi, quand j'ai acheté mes genouillères, je me suis dit: «Ouais, ça y est, c'est parti, il s'est rien non, mais passé, hein». oui, vous allez gagner 2,5 kilos, mais ça, en fait, c'est surtout au niveau du pattern où vous allez vous sentir beaucoup plus solide Ouais, et vous pourrez, en fait, vous aurez, enfin, comment dire? Vous vous sentirez maintenu, mais c'est tout, en fait mmh, et c'est ça, dans un sens qu'on cherche, c'est parce que votre genou, il va pas rester dans l'axe, hein, vous ayez des Rigor, des Inzer ou peu importe la marque des SBD, votre genou, il a envie de partir sur le côté, il partira sur le côté, hein. mmh, C'est juste qu'il aura, bah, moins tendance, à s'affaisser que si vous aviez des genouillères classiques ou pas de genouillères du tout. Mais vous mettez des genouillères, que ce soit des rigides ou des classiques, vous aurez quand même un gain de force, mais ce sera 2,5 kg. Mais à mon avis, entre genouillères classiques et vraiment des genouillères ultra stiff, ça va surtout vous carry en fait en bas du mouvement. Mais si à la fin vous n'avez pas la possibilité de finir votre rep, bah ça sert à rien. Moi ouais, je ouais, sais que ça j'ai des grosses douleurs au dos et grosses douleurs aux genoux. Bah avant je finissais mes séries, j'étais en PLS au sol,
en train de pleurer et maintenant, bah, j'enchaîne, je finis mon truc, j'ai plus mal. C'est surtout ça, en fait, à ça que ça me sert, Ouais. à pouvoir encaisser plutôt que vraiment à me rajouter du poids. Je trouve que le gros plus aussi de la genouillère, ça va venir, c'est en termes de repères aussi, de proprioception. Je trouve que Ouais, c'est hyper intéressant, pour dans la le creux du DEPS. squat. Ouais, ouais, carrément. Mmh. Pour quelqu'un qui a du mal, qui a une depth un peu irrégulière, des fois qui est trop haut, des fois qui est trop bas, où tu prends une série de 5, il y a pas 2 fois la même depth. Je trouve que ça peut être intéressant ça facilite aussi le fait de trouver un repère, en fait, tout simplement, Ouais, régulariser un peu tout ça. ouais. Et là, en plus, quelle que soit la genouillère, là, pour le coup. Mmh, mmh, mmh. Voilà, bon après je pense que je sais pas si on a fait le tour ou pas. Bon pour résumer, vraiment la genouillère ça a je pense 2 ou 3 fonctions principales. Bon ça va être la première, c'est de maintenir votre genou au chaud donc pour pas que ça se refroidisse et pour garder, le truc bien lubrifié tout simplement. Ouais, c'est confortable, ouais. Voilà, vous avez le 2e, c'est garder votre genou plus ou moins maintenu, Mmh. heu et 3e, envoyer +50 sur votre total. Non je non, 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 voilà, les deux gros, points forts, c'est ces 2 premiers là. C'est pas parce que vous mettez des genouillères que vous ne vous blesserez pas, ça c'est autre chose, d'accord? Ces genouillères, on n'est pas là à porter, un exosquelette, hein, c'est pas la même chose, hein. C'est Ouais. vraiment Bah, c'est comme la ceinture, hein. bah, c'est ça, en Enfin, fait. dans la même veine, c'est pas parce que t'as une ceinture que tu vas pas te blesser, je veux dire. Et en fait, il y a aucun équipement qui vous Ouais, empêche ouais. de vous blesser. C'est juste que, bah, ça reporte votre seuil de tolérance, en fait. Enfin, je sais Ouais, pas c'est ça. si ça fait sens ce que je dis, mais Oui, oui. en fait, vous pourrez tolérer plus, en fait, pour un même stress. Je sais pas si bon, je pense que vous comprenez, si vous comprenez pas, Venez c'est pas en grave. DM, venez en DM. C'est ça, Venez prendre un suivi, on vous expliquera. exactement. Après comme marque de genouillère, bon, on a fait le tour. On a pour les genouillères ultra rigides, on a, A7 avec les rigor mortis ou les stiff. On a, Inzer. Inzer. De ce qu'on m'a rapporté, parce que moi j'avais porté du Inzer, beh, les Inzer sont beaucoup plus confortables. Hem, les A7, elles ont tendance à vous Les A7, gêner. ce que j'ai entendu, c'est, tu sais, c'est à l'arrière de la cuisse, ça nique apparemment la couture. Ah bah, moi j'ai des brûlures Ouais, dans le ouais, ouais. creux du genou, hein. Mais Ouais, vraiment c'est quand je dis ça. des brûlures, c'est comme si je m'étais ramassé au sol, quoi. Ouais, ouais. Parce qu'en fait à chaque squat en fait ça vient Frotter. frotter, 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 Mmh. frotter et ça fracasse. Mais moi c'est vraiment dans le creux du genou, pas derrière de la cuisse. Parce qu'après oui c'est les coutures du dessous qui sont vachement du dessous et enfin d'en bas et d'en haut qui sont vachement rigides et du coup bah ça vient enfin c'est pas que ça vient frotter mais tu Ouais, sens c'est que ça. ça te compresse quoi. Mmh. Voilà. Après donc il y a ça comme genouillère, après vous avez les SBD, bon les SBD stiff, honnêtement, nous il y a 5 ans, quand on prenait des Apparemment, c'est SBD, ça, ouais. C'est moi il y a 5 ans quand je prenais des SBD, c'était les SBD stiff de maintenant, ouais. en fait. Et en fait, comme la qualité s'est énormément détériorée au niveau du néoprène et de la marque SBD, hein, faut pas se leurrer, avant c'était une très bonne marque, maintenant c'est juste devenu de la com en fait, c'est tout, ce qui est dommage d'ailleurs. Heu, Bah, en fait on va dire que la SBD classique de maintenant en termes de genouillère, ça vaut pas grand chose et la SBD stiff ça commence à être une genouillère, on va dire, plutôt correcte. Donc voilà. Après, vous voulez des genouillères, basiques, vous avez, bon les SBD, comme je l'ai dit. Le souci, c'est qu'en termes de longévité, ça vaut pas grand-chose. Moi, il y a avant mes genouillères SBD, elles me tenaient 2 ans. La dernière fois que j'en ai acheté, ça date d'il y a 3 4 ans, elles m'ont duré, 6 mois avant qu'elles partent en couille. Vous avez bon les A7, basiques, je les ai jamais testés personnellement, mais en termes de couture et cetera, ça tient très bien, mais ça a un maintien vraiment pas dingue. Je veux dire vraiment les A7 basiques et après vous avez, moi j'ai les stoïques aussi, c'est les genouillères basiques, mais ils ont une super bonne longévité. Ça va faire bientôt 1 an et demi que je les ai. Il y a pas un fil de couture qui s'est enlevé. Elles sont ultra confortables à porter. Et en fait, on ressent le même maintien, qu'une bonne genouillère, mais sans j'ai l'impression avec un peu moins de contraintes, de serrage, en fait. C'est vraiment ce que je ressens, c'est que j'ai l'impression d'être moins serré, mais d'avoir d'un côté les mêmes bénéfices. Donc voilà et après voilà, tout ce qui est genouillère de CrossFit, bah, c'est pas qu'on évite, mais c'est que ça va pas servir à grand Ouais, chose. c'est ça. C'est pas le Donc même, il faut que ce soit un minimum rigide, en fait. Il faut savoir que généralement, quand vous regardez les haltérophiles pardon et
ceux qui font de l'AFA, ça requiert pas les mêmes degrés de flexion de genou. Vous mettez des rigors, un mec qui fait l'haltéro sur son clean, bah il va pas aller loin quoi. Il va se péter un genou. Donc non, mais il faut pas. Si vous faites de l'AFA, que vous voulez vraiment un soutien de vos genouillères, parce que le but c'est d'aller dans une certaine amplitude, pas de faire un cul au sol. Bah prenez pas ce genre de genouillères là. Prenez même pas des SBD, des choses comme ça. Peut-être les SBD parce que maintenant elles sont vachement souples, mais le but c'est vraiment quand vous faites de l'haltéro ou du crossfit, des choses comme ça, d'avoir des genouillères qui sont vachement souples, mais qui vous maintiennent juste le genou au chaud en fait. Ouais, Pas mais qui après vous pour le apportent coup, énormément de maintien en fait. pour le coup, bah, les haltéros, ils se dirigeront plutôt vers des genouillères d'haltéro, enfin Ouais, leur les marque quoi. Leico, les trucs comme ça, Ouais. hein. Mmh. OK. Bon, je pense qu'on a fait le tour pour les genouillères. On va peut-être passer sur les chaussures. Donc, bah, déjà, ça va dépendre de si vous faites du heels ou du flat. Donc, Mmh. heels, c'est chaussures à talons, d'accord. Flat, merde, j'ai envoyé mon stylo. Flat, c'est des chaussures bah, plates, classiques. Donc, flat, on va plutôt se diriger pour tout ce qui est terre. Bench, principalement, même s'il y a certaines exceptions de personnes qui bench en En talonnettes. haltéro, ouais. Principalement pour les gens qui sont petits, généralement. Euh, Personnellement, en termes de flat, moi je conseille les chaussures, dos, bien gaze de Decathlon. Elles Putain, sont c'est royal, hein. mashallah. Ouais, c'est royal. Non, elles sont vraiment bien pour 9 € je crois. Ouais. Elles accrochent ultra bien au sol. Bon, ce qui est dommage, c'est que comme il y a pas de renfort sur le côté, elles se cassent assez vite, mais bon, pour 9 €, heu, Ouais, pour le vous sumo, avez c'est un peu compliqué. Mais après, à 9 € tu peux en acheter tous les 3 mois, c'est pas grave, tu vois. c'est ça, c'est plutôt que d'acheter des Notorious à 80 balles, là, ça vous durera le même temps, mais pour, 10 fois moins cher, quoi. Donc, Ouais, c'est tant qu'à vrai. faire, partir sur ça. Vous avez les sabots aussi, personnellement que j'ai jamais testé, mais ce qui est bien, c'est que vous avez un renfort au niveau de la cheville. Heu, bon, un renfort dans une moindre mesure, mais vous avez aussi un bon grip au sol et vous êtes beaucoup plus maintenu en fait, dans votre chaussure que sur, voilà, des chaussures flat de Decathlon, par exemple. Bon après vous avez voilà tout ce qui est chaussures de lutte, tout ce genre de choses. Après ça c'est vraiment à l'appréciation personnelle. Mmh. Il faut tester, ce qu'on aime, mais ce qu'il faut vraiment chercher dans une chaussure flat, ça va premièrement dépendre principalement de votre terre et de votre squat, à quoi il ressemble. Si plus vous avez un squat écarté, plus vous allez avoir besoin d'un petit renfort sur le côté. Pareil pour le terre, plus vous avez du sumo écarté, plus il va falloir chercher un renfort. Sinon, cherchez juste une chaussure avec un très bon grip, qui vous permet d'avoir un très bon leg drive et bah, de pas vous casser la gueule sur un squat, tout simplement. Ouais. Ce qui peut être intéressant aussi en flat, c'est de chercher une chaussure où on est bien proche du sol Mmh. pour s'ancrer, venir. Bon après ça va de soi dans un sens, je pense, mais Ouais, bah, ouais, après, t'as des chaussures des flats, où tu sais, tu les grosses semelles, tu vois? ouais, Genre, je pense, les mecs qui moi, j'ai à un moment, j'avais des Vans, des trucs comme ça. T'as quand même des semelles, des grosses semelles et pour le coup, quand je les remets aujourd'hui, pour squatter, je sens la diff, tu vois? Quand je viens chercher à m'ancrer dans le sol, tu vois? Par rapport à mes chaussons d'eau, tu vois? mmh, Je trouve que ça fait quand même une diff ouais, et puis même, en termes de après, c'est vraiment de l'ultra optimisation, mais au terre, du coup, bah, plus t'es proche du sol, plus tu réduis ton amplitude, quoi. ouais, Après, pour le coup, pour les chaussures d'haltéro, bah, ça, en dehors du squat, du coup, ça va concerner, personne. Enfin, à part, sur le bench ouais, sur le bench, mais et c'est rare. En fait, c'est rare. c'est vraiment généralement, c'est les athlètes un peu plus petits ou qui ont vraiment des tibias assez courts et qu'ils ont besoin d'avoir, qu'ils ont pas tendance à avoir le pied vachement reculé et qui Mmh. justement veulent avoir un leg drive vachement loin et qui du coup ont pas sont pas suffisamment grands en fait pour atteindre cette amplitude-là au niveau des pieds et du coup mettre justement ça, ça peut être intéressant. Mais du coup ça change un peu la mécanique du leg drive parce que votre Ouais. pied n'est plus totalement droit et c'est un peu bizarre. Puis Heu, même, tu sais, sur les grands, enfin, sur les personnes qui ont pas la problématique de la taille, ça avance un peu ton genou, tu vois? Et du coup, tu pousses plus forcément, tu de la même manière, t'as le genou Bah, qui s'allonge. généralement, quand on est grand, personnellement, je fais 1,97 m, si, déjà que sur la plupart des bancs commerciaux dans les salles commerciales où je bench ou même des fois sur les bancs de compétition, j'ai les genoux qui sont limite plus haut que le bassin, Ah oui. en fait, je me retrouve à avoir un leg drive, diminué de 50 en fait. Donc si en plus j'ai rajouté des talons de 5 Ouais, centimètres, je suis mal c'est pas barré, quoi. intéressant. C'est pas Je suis mal intéressant. barré. Mais du coup, pour le squat, bah, la première question, avant de se poser, la question de savoir quelle Est-ce que vous chaussure, avez des c'est gros pieds?
C'est ce que j'en ai besoin ou pas déjà. Ouais, Souvent, tu sais, le raccourci un peu rapide, c'est ouais, j'ai pas de mobilité de cheville, je vais prendre des, tu sais, je vais prendre des chaussures d'haltéro. moi, généralement, c'est pas un manque de mobilité de cheville, c'est plus un manque de bracing, mais Allez. c'est la vérité. Non, mais c'est la vérité. Honnêtement, 80 des gens qui me disent: «J'ai un manque de mobilité de cheville», c'est juste, en fait, qu'ils savent pas brace et du coup, ils se retrouvent dans Ouais, une position, de rétroversion de bassin ou alors, justement, ils ont trop d'antéversion et en ouais, fait, ils ouais. atteignent trop rapidement leur, limite de flexion, en fait Mmh. et c'est tout. Heu, ouais et puis surtout qu'au final, tu sais, tu peux répartir juste tes contraintes de Ouais, c'est ça. si vraiment tu as un gros problème de mobilité de cheville, tu peux répartir tes contraintes de flexion un peu différemment, Ouais, de sorte à contourner le problème. Parce que pour le coup, de la même manière que avoir des chaussures, enfin, les chaussures d'haltéro en termes d'ancrage dans le sol et c'est d'enracinement, pas dingue. c'est pas dingue. Et si tu peux éviter de, si tu peux éviter de devoir emporter, bah ça peut être intéressant. Après, Après, si vraiment tu te retrouves à devoir je pense que emporter, chercher un collègue qui a des chaussures, d'haltéro qui fait la même taille que vous, déjà, ce serait pas mal. Comme ça, vous pouvez tester avant ouais, c'est ça. ou alors vous achetez sur un site et vous les renvoyez, on vous dit que ça vous convenait pas, mais bon, c'est chiant, quoi. Ouais. Mais voilà et après, c'est vraiment en termes de chaussures. Personnellement, j'ai pas testé énormément de chaussures à talonnettes, mais je sais que, par exemple, je crois que c'est Squat University qui avait sorti une chaussure, justement avec un pied ultra large. Moi, je sais que j'ai les pieds très larges, donc je Mmh. me sens ultra compressé, dans une chaussure à talons parce que c'est ultra rigide comme, Ouais, comme chaussure généralement, ouais. et du coup, en fait, bah, déjà que de base, j'ai un routing à chier, donc sans déjà que voilà mes pieds, ils font la samba sur le sol, si en plus ils sont compressés, c'est encore pire, quoi. Donc Mmh. vous avez ça, bon c'est des chaussures qui sont assez chères et après ça va en fait tout le monde va pas se diriger vers le même drop, en fait. Et ça, il faut vraiment adapter le drop, de la chaussure en fonction, de votre besoin de mobilité. C'est pas parce que il vous manque 1 centimètre sur votre def, bon déjà explorer toutes les possibilités possibles, Mmh. mais ne partez pas directement sur un drop, des Reebok, Legacy, qui fait 10 centimètres, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Partez d'abord sur une petite, Hadi Power qui a déjà, un petit centimètre de drop, honnêtement, vous sentez très rapidement la différence et des fois ça vous débloque, certes de la mobilité en dorsiflexion, mais derrière, en termes de flexion de hanche, vous pouvez aussi gratter des centimètres. C'est vraiment encore une fois, c'est comme il a dit, Nathan, hein, c'est, savoir répartir, ses forces, sur chacune des articulations pour au final, avoir un squat, qui est correct derrière, quoi. Ouais, c'est ça. Surtout que moi, je trouve que le gros problème aussi, en dehors du routing qui devient compliqué, c'est surtout que ça a tendance à déporter l'athlète vers l'avant. Mmh. Et si tu peux, en fait, si tu peux t'éviter ça, ça peut être intéressant parce que après, c'est vite contraignant aussi de devoir. Tu sais, tu veux régler ton problème de mobilité, et t'as la flemme de faire des changements, d'essayer de contourner le souci. Au final, tu te rajoutes d'autres soucis parce que tu commences à partir en avant, Mmh. t'es incapable de rester dans l'axe de ton squat. Mmh. Et je trouve que c'est pas forcément worth pour la Ouais. majorité des gens. La depth, enfin, pour énormément de gens, ça devrait pas être un problème. Non, même si vous avez la pire morphologie du monde, vous avez Ouais, toujours un moyen en flat d'atteindre votre depth. C'est juste que, à mon sens, ça va dépendre de est-ce que vous avez des douleurs ou pas, que ce soit au ouais, niveau du dos, au niveau des genoux et cetera et au niveau production de force. Vous avez des gens, en fait, qui vont avoir beaucoup plus de la majorité des gens, en fait, vous aurez beaucoup plus de facilité à produire de la force en flat. C'est comme ça, c'est normal. Heu, mais vous allez avoir des gens, en fait, qui en flat ils vont avoir besoin d'une mobilité tellement élevée, pour atteindre leur depth qu'ils vont se retrouver dans une position, en fait, où, bah, ils pourront pas produire de force, en fait. ouais. Du coup, passer en flat, pour gratter un peu de cette mobilité de flexion de cette flexion de genou, pardon, pour derrière avoir, limité un peu la flexion de hanche et du coup d'être dans une position de production de force beaucoup plus, adéquate, bah, ça vous permettra d'être mieux, en fait, tout simplement et d'être Oui, plus ça. fort. Mais bon, ça reste du cas par cas et c'est très rare. C'est vraiment quand vous avez, un torse de 10 centimètres et des fémurs de Ouais, de c'est 3 ça. mètres et demi, quoi et c'est là que ça va venir gêner. Faut vraiment Sinon, avoir la morpho, la pire morpho du monde, tu vois. non. Mais je veux dire, sinon, globalement, en flat, il y a déjà moyen de faire énormément de choses, quoi. Ouais, Avant de heu devoir passer sur les chaussures d'haltéro.
Bah, du coup, je pense qu'on a fait globalement le tour sur les chaussures. Je pense qu'on peut enchaîner du coup avec les bandes de poignets pour terminer avec, on va dire, les Ouais. équipements principaux. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus, toi, Nathan? Bah, moi, je pense que c'est un des équipements indispensables de toute façon, parce qu'il y a un moment dans ta pratique où quand tu arrives sur des charges assez importantes, pas forcément sur le bench, mais surtout sur le squat, où en fait ça devient indispensable, surtout quand tu fais du low bar. Mais comme maintenant 99% des gens font du low bar en comp, donc ça devient indispensable. Il y a toujours moyen de s'en passer en trouvant des petites techniques, changement de grip sur le squat, etc. Mais quand tu commences à dépasser les 200 kilos, et enfin quand tu commences à dépasser une charge assez importante par rapport à ton poids, etc., ça devient indispensable. Sinon, tu vas juste finir avec les poignets bousillés. Au bench, personnellement, moi, j'en utilise pas et pour moi, c'est pas indispensable. Pour moi, à partir du moment où t'as la possibilité de maintenir ton poignet bien en place sans. Pourtant, moi, j'ai des grosses faiblesses au poignet parce que moi, j'ai canal carpien sur les deux mains, par exemple. Donc, j'ai des énormes douleurs au poignet en permanence, mais je suis obligé de m'en passer parce que justement les bandes de poignet viennent me gêner en me coupant la circulation du sang et ça m'empêche en fait d'avoir un bon grip sur la barre. Ok, et là, dernièrement, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'athlètes au bench qui ont tendance justement à essayer de les retirer progressivement. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu vas aller conseiller à certains de tes athlètes euh, d'essayer de Non, faire pas sans? forcément. En fait, moi je vais, à moins que j'ai un athlète qui me dise j'ai beaucoup de mal à serrer la barre dans les mains, etc., ou j'ai les mains engourdies, enfin d'autres raisons, on va dire un peu farfelues. Euh, j'ai pas tendance à demander de les enlever, parce que généralement en fait déjà se concentrer à faire ses 45 séries de bench dans la semaine. Voilà. Donc si en plus tu dois penser à enlever tes trucs et à réapprendre à bench sans bande de poignet, euh, bah ça demande trop, on va dire, je pense, d'implication. Et je pense que ça doit être quand même être à l'initiative de l'athlète, mais ça peut être aussi, on va dire, à l'initiative du coach, mais c'est plus délicat dans le sens où bah, on n'est pas là avec l'athlète pour savoir est-ce qu'il a vraiment mal, même s'il nous le dit, est-ce qu'il a mal au poignet, est-ce qu'il a déjà essayé sans, etc. Bon, après, c'est des questions qu'on pose nous souvent, mais, euh, mais généralement, l'athlète va essayer, de toute façon, il va te dire je me sens mieux avec, je me sens mieux sans, et généralement, toi, tu vas explorer, tu vas dire bah écoute, sur un bloc ou deux, on va essayer sans. Enfin, c'est en vrai, moi, je le mettrais plus en disant bah, c'est à l'initiative de l'athlète, ou si moi, justement, il me fait des retours qui m'indiquent que j'ai la possibilité d'essayer sans et que ça pourrait être une solution. Sinon, c'est pas forcément quelque chose, la première chose à laquelle j'ai pensé. Ok. Parce que tu penses que genre tu mets vraiment plus d'un bloc, allez peut-être deux blocs à récupérer tes perfs quand tu passes sans bande de poignet Pour moi, par ça rapport change pas avec. grand-chose de performance, en fait. C'est juste une histoire de confort. Comment dire, enfin ça change pas Bah, vraiment la performance, ça va surtout changer au niveau stabilité du poignet, ouais. mais c'est juste en fait tu vas changer d'habitude et le temps que tu te réadaptes à cette habitude là, et bon, ça dépend encore du nombre de bench que tu as dans la semaine. Peut-être que quelqu'un qui en a 5 dans la semaine, il va peut-être mettre 3 4 semaines à s'adapter, Hmm. et Ouais, un quelqu'un mec d'autre en a deux. Ouais. Ouais. voilà, qu'il y en a deux, il va peut-être prendre un peu plus de temps, mais c'est tout. Et puis, honnêtement, c'est du test, mais c'est comme tout. J'ai rarement, je fais rarement, on va dire, des changements que je vais juste faire tester pendant une semaine ou deux. Enfin, parce que l'athlète, il ne se sentira jamais à l'aise, ou en tout cas, il ne se sentira jamais bien en seulement 1 à 2 semaines de test, quoi. Oui, oui, oui. C'est comme dire à un athlète, bah, écarte les mains, j'en sais rien, sur ton squat, ou écarte les pieds, ou change de prise au terre, ou enfin des choses comme ça. Comment dire, desserre un petit peu ta ceinture sur le squat, sur le terre. Enfin, c'est des choses en fait ça paraît anodin, mais c'est des choses où il faut pas mal de temps d'adaptation pour vraiment réussir à le faire correctement. Et tu es obligé pour moi d'avoir au minimum un bloc de Ouais, ouais. test. Au Parce que minimum. je me souviens que moi, il y a une séance dernièrement où j'avais zappé mes bandes de poignet. J'ai du bench 100. Et en fait, j'avais bon, plutôt mal et c'était plutôt gênant. Mais par contre, j'avais senti qu'il y avait quand même pas mal d'avantages. J'avais l'impression d'avoir beaucoup plus de sensations en termes de proprioception, que ce soit mes doigts contre la barre, etc. Je la sentais beaucoup plus glisser si elle glissait quand je sortais de trajectoire, etc.
je trouvais que j'arrivais à créer beaucoup plus de tension, du coup, active, on va dire, sur toute ma chaîne scap et mes avant-bras, etc. Mais ouais, par contre, au niveau de la douleur, c'était un peu gênant. Bah, en fait, Mais je me dis, tu vois, c'est pas normal, tu vois, que je sois capable de bench avec des bandes de poignets sans douleur, tu sais. Et par contre, tu m'enlèves une bande de poignets, 20 kilos en dessous de ce que je sais faire, j'ai des douleurs, tu vois. Bah en fait c'est parce que on va dire c'est un peu un pansement on va dire la bande de poignet donc on va dire comment dire tu tiens mal ta barre avec une bande de poignet ça va se recaler automatiquement étant donné que bah, ça va maintenir ton poignet droit. Donc à Ouais. partir du moment en fait où tu vas l'enlever toutes les pas les tout ce que tu auras caché un peu avec ce pansement là ça Mm. va se révéler dans le sens où tu auras du mal à t'as du mal à serrer ta barre, tu as du mal à bien placer tes mains, à faire cette rotation interne, etc. Bah, ça va vraiment venir se révéler dès que tu enlèveras les bandes de poignet. Et donc justement les enlever, ça peut être une idée justement pour réapprendre un peu tout ça. C'est comme Mm. te dire, je mets du beltless pour réapprendre un peu à faire du bracing dans un sens, tu vois. Mais je Bon, pense, encore une fois, ça va dépendre des gens, mais je pense que ça te permet justement de réapprendre à le faire. Parce que moi, quand je les ai enlevés pour la première fois, ça me fracassait aussi. Mais ouais. justement, j'ai appris à placer la main de la bonne façon pour que ça me fasse pas mal et justement, j'ai meilleure proprioception. C'est comme te dire, c'est pareil, je vais squat euh, en flat ou enfin avec des barefoot ou je vais squat avec des Converse, enfin avec des chaussures flat. Mm. Plus en barefoot, tu auras peut-être moins, tu auras l'impression d'avoir moins de soutien que des flats assez rigides, mais en fait, tu auras plus de proprioception au sol, plus de facilité à attraper le sol, alors que bah, justement avec des flats un peu plus rigides, bah, tu auras un peu comme des talons, mais sans les talons, tu seras un peu maintenu dans ta chaussure et tu n'auras pas forcément la possibilité de bouger un peu le pied pour faire ce que tu as à faire en fait. Tu vois. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je pense que on a fait globalement le tour sur les bandes de poignet. Je sais pas si Ouais. tu avais quelque chose à rajouter ou si on Non, peut après passer à la les suite. marques classiques, hein, Ouais, moi je conseille rarement des bandes de tirage rigides parce qu'elles sont vraiment extrêmement rigides et ça va juste venir généralement. euh, moi personnellement, et la plupart des gens que j'ai coachés qui ont pris des rigides, ça les empêchait en fait d'avoir une bonne proprioception pardon, au niveau du poignet, au niveau de la main en fait. Et du coup, justement, ils galéraient à bench avec. Du coup, hormis certaines personnes bien sûr, du coup, moi je conseille plutôt des souples pas trop longues, parce que généralement, quand elles seront trop longues, bah, vous aurez une grosse masse au niveau du poignet et ça va, des fois, ça va même venir toucher la barre pour certaines personnes qui les mettent vachement haut. Et en fait, il faut savoir qu'en compétition, quand la bande de poignet touche la barre, c'est pas valide. Donc, tu te retrouves, t'en as que t'es obligé de leur dire le jour de la compétition parce que t'as pas forcément fait attention ou tu le voyais pas forcément sur la vidéo. Bah, fais gaffe à tes bandes de poignet, au final, ça va les gêner, etc. Alors que si tu prends des bandes un peu plus courtes, généralement c'est 30 ou 45 cm, je crois, tu as la possibilité de faire un ou deux ouais. tours du poignet, et ça suffit, il suffit qu'elle soit assez rigide. Parce que les souples, on dit souple, mais c'est pas du sparadrap le truc, hein. Souple, c'est quand même déjà assez balèze, surtout quand tu Bah, fais si déjà tu les un ou deux serres, si tours. tu les serres, enfin si tu tires à mort, ça devient rigide, quoi. Ah, mais c'est pareil, les bandes de poignet, il faut les serrer, mais c'est comme la ceinture. Il faut pas serrer ça comme un mongol à ne plus respirer, il faut que ça laisse passer le sang. Parce que si tu plus de sang dans la main, et Oui. bah, t'arriveras plus à la serrer et tu vas avoir des fourmillements, t'arriveras pas à enchaîner tes répétitions, tu seras tellement concentré sur la douleur que te procurera du coup la bande de poignet Mm. qu'au final ça te gênera, tu vois. Donc faire attention à ça. Du coup, moi, je préconise les souples pour 80% des gens. Et après, c'est vraiment en fonction du test. Dès que tu as testé les souples, ça te convient pas, tu passes sur du rigide. Après, la longueur, encore une fois, ça va dépendre de la personne, ce que toi tu préfères. Est-ce que tu préfères une soupe, mais beaucoup plus longue, pour faire, comment dire, pour avoir le même maintien en serrant moins, mais avoir plus de tours pour avoir un maintien similaire, mais sans être autant serré? Je sais pas si ça fait sens, c'est ce que je dis. Ouais, ouais. Ou alors, bon après, Des plus voilà. courtes que tu serres plus fort pour avoir. Voilà, exactement. Bon, après, courte, c'est pas des bandes de 10 cm non plus, hein, c'est Oui, quand dans même des tous les cas, bandes. oui. Tu fais toujours au moins 2 tours avec. Ouais, c'est ça. Et sinon, en termes de marque, moi je conseille. En fait, ça reste du classique. Les SBD sont assez stiffs, mais tu vois, j'ai testé les Titans de Maël par exemple. Ouais. Euh, si je dis pas de conneries, c'était des souples. T'as l'impression, putain, tu te mets des briques autour du poignet, quoi. Et pourtant, la bande de poignet, elle fait 20 cm. Par contre, ton poignet, il bouge pas du tout. Donc, Titan, c'est une très bonne marque pour ça. Encore une fois, il faut tester. Parce que, comme j'ai dit, elle est très rigide, ça correspond pas à tout le monde. Donc, après, vous testez. Moi, il y a SBD qui font des bandes très rigides. Moi, j'ai des stoïques qui sont très bien. Elles sont très, très résistantes sur la durée.
sur la durée, tout simplement. Mais voilà, sont un peu moins rigides. Mais moi, avec mes canals carpiens, il faut pas que je serre trop parce que sinon ça vient me bloquer le sang et du coup ça me réveille les canals, les carpiens. Et du coup, il faut que je fasse attention à ça, mais c'est tout. Et du coup, là, SBD, stoïque, A7, etc. Après, Alors moi, je vais juste faire un petit point sur les A7 parce que du coup, moi, j'ai tout A7 et en termes de durée de vie, c'est à chier. Voilà. bah, Enfin, bah pas à oui, non chier. mais, C'est non, pas mais à sachez, chier, mais non mais c'est vrai, c'est. bah, c'est des retours qu'on a assez souvent. Après, moi, je te parle sur le moment, tu vois. Moi, Ouais, honnêtement, en termes de marque, tout compris, la meilleure marque en termes de longévité que j'ai testé, c'est Stoic. J'ai les genouillères que j'ai depuis 1 an et demi, 2 ans. Elles ont pas bougé d'un pouce. J'ai pas un fil qui s'enlève. Sur les bandes de poignet, c'est pareil. Elles ont pas bougé. Tu peux les revendre comme neuves. Ça a pas bougé. Et les SBD et les A7, SBD avant c'était une très bonne marque, c'en est toujours une, hein, je peux pas dire le contraire, mais en termes de qualité de néoprène pour les genouillères, qualité etc. de t'as vu tissu, une baisse, quoi. bah, il y a une baisse, c'est significatif en fait. Tu vois, bah, Mais ce qui est ça reste normal, toujours. ils doivent produire en beaucoup plus grande quantité parce que c'est un sport qui est beaucoup plus connu qu'avant. Ils ont peut-être essayé c'est le business en fait, simplement. Ouais. Donc ils ont réduit un peu la qualité, mais ça se ressent. Pour moi, une paire de bandes de A7 ou de SBD, ça se garde 1 an, pas plus. Ouais. Après, moi, je dis à chier sur les bandes, mais c'est parce qu'aussi, moi, genre, je les mets à la machine après chaque bloc. Donc, Oh, t'es un forcément. barbare, toi. Ouais, Moi mais je fais. bon, gros, ça Non, pue, quoi. bah ouais, mais tu le fais tremper dans l'eau. Ouais. Moi, je fais Machine. tremper dans l'eau. Machine, Écoute. 30 degrés. Non, non, mais voilà, enfin, après, c'est sûr que si vous les mettez à la machine, comme mon comparse, Un peu ça con. durera pas longtemps, quoi. Mais non, donc voilà, après, c'est en fonction, à tester, en fonction de chacun, et après, bien sûr, il faut que ce soit IPF approved, parce que de toute façon, Oui. vous êtes quasiment tous en FF Force, vu qu'il y a quand même assez peu de personnes qui font du. Enfin, il y en a, mais en majorité, c'est les gens qui sont dans la FF Force, donc il faut que ce soit IPF approved. Ouais. Comme d'hab, Euh, liste des équipements IPF approved disponibles sur le site de la FF Force. Exactement, très simple. Si j'avais donc je pense qu'on a fait le tour là sur les bandes de poignées. Je pense qu'on va pouvoir passer à la fin du podcast donc sur tout ce qui est un peu équipement annexe. Mhm. Je pense que ce serait bien de commencer avec les sangles de tirage. Je pense que je peux te laisser commencer sur ça, Nathan. Oui. Ton avis dessus, sur quoi tu les utilises. Euh, Voilà. Ok, sangle de tirage, du coup, ben, globalement, moi, je vais voir deux gros intérêts et utilisations. Ça va être une part pour économiser son grip sur le deadlift si c'est un facteur limitant. Mm. Je sais pas, par exemple, pour quelqu'un qui va hook et qui peut pas forcément tolérer beaucoup de Ouais, volume quand le grip vient dessus. limiter ta capacité de Ouais. travail en fait. Genre, par exemple, t'as des x6, un 4x6 au terre en hook, force à toi, tu vois. Mm. Peut-être là, ça peut être intéressant de venir utiliser sangle de tirage. Le seul souci que je vois à cette utilisation, c'est ceux qui vont commencer à venir, tu sais, gratter un peu d'amplitude. D'amplitude, ouais. Ouais, du coup, pour moi, en fait, Ça si va. tu les utilises sur le terre, il faut les serrer à fond et Ouais, parce que vous êtes... sinon ça change ton pattern en fait. Ouais, c'est Donc ça. tu vas démarrer avec un pattern où tu seras plus haut. Donc déjà Ouais, que la plupart ils s'entraînent sur des salles commerciales, ils ont un whip ouais, de de fou bâtard furieux, sur ouais. la barre. Mm. La barre elle va déjà décoller de 5 cm alors que les disques ne vont pas bouger. Si en plus tu gagnes 3 cm avec comment ça s'appelle, la bande de tirage, bah, Ouais. tu te retrouves en fait, tu vas te retrouver un jour sur une barre calibrée en compétition, tu vas perdre 25 kg sur ton deadlift instant. Ouais, vraiment. Et Premièrement. voilà, du coup, ça a quand même son intérêt, mais juste, je pense qu'il faut être vigilant là-dessus et Ouais. juste pas se faire gaffe et pas se mentir à commencer à, tu sais, à partir 3 cm plus haut grâce au sangle et se dire putain, je progresse bien sur mon deadlift. Mais ça arrive plus souvent qu'on pense. Hein. Ouais, ouais. En fait, c'est sacrifier les standards. Mm. C'est comme faire du bench et limiter le temps de pause au fur et à mesure. Enfin, limiter la pause que tu vas faire au fur et à mesure. En fait, c'est la même chose. Sauf que là, tu vas limiter l'amplitude, donc tu vas progresser. Mais en fait, tu progresseras pas. Ce sera juste que en arrangeant les standards à ton bon vouloir, en fait, tu vas progresser, Ouais. mais uniquement grâce à ça. Autant progresser sur une amplitude plus grande, il y a de fortes chances que sur ton amplitude plus courte, bah tu progresses. Autant l'inverse, je suis Ouais. pas certain, tu vois. Donc, Ouais, après c'est du cas par cas, mais enfin dans tous les cas, si tout ton comp tu le fais avec des sangles de tirage et que tu fais ça comme un con, ouais. faut pas s'étonner quand tu arrives en compétition qu'il y ait 25 kilos en moins quoi. C'est pour Voilà. ça que moi, personnellement,
je ne conseille quasiment jamais de mettre les sangles de tirage sur le deadlift, parce que moi, la plupart de mes athlètes, ils n'ont pas forcément de souci à faire les gros formats, parce que déjà, il n'y en a pas énormément en hook. Ouais. Et ceux qui sont en hook, ils arrivent à l'encaisser. Justement, je préfère qu'ils arrivent à encaisser le x7 en hook, comme ça, premièrement, ils ont encore plus de cordes, donc ça c'est encore plus résilient. Mais je le fais, par exemple, quand il y a des athlètes qui ont vraiment des gros soucis de grip, sur lequel je vais peut-être me focus sur le grip, sur des longues holds, etc. Mais qui, en fait, ils vont avoir énormément de ressources encore sur la hanche, mais qu'ils en auront plus sur le grip. Et du coup, je vais être obligé de passer avec des bandes pour pouvoir, en fait, apporter assez de stress au niveau extension de hanche pour pouvoir créer une progression sur le terre, en fait, tout simplement. Voilà. Je suis d'accord. Parce que, ouais, je suis d'accord avec toi sur le fait d'essayer de progressivement s'en défaire. Mais je pense que ça peut être intéressant Ah oui, c'est intéressant. pour quelqu'un qui passe en hook, justement. Je sais qu'à un moment, j'avais essayé de commencer à hook. Et Ouais. je faisais par exemple top 7 en hook. Ouais, tu Et fais transition en lente. 5, tu vois. Ouais. Ouais. Donc, mais après, progressivement, on va essayer de s'en défaire. De toute façon, enfin, de toute façon, ne pas devenir dépendant à son matériel, ça peut toujours être. Enfin, de toute façon, dans tous les cas, tu peux pas être dépendant des sangles parce qu'en compétition, t'as pas le droit, tu vois. Donc, exactement. et le deuxième, et surtout l'intérêt majeur des sangles de tirage pour moi, et je Monter pense ses que tout le genouillères. monde, ouais, tout le monde devrait en avoir pour ça, c'est pour les exos d'assistance, tout ce qui va être tirage, Romanian deadlift, enfin voilà, tous les exos pull en règle générale, pour supprimer juste les facteurs limitants, tu vois, si quand tu fais ton tirage vertical, le premier truc qui lâche, c'est ton avant-bras, c'est ton biceps, etc. Ouais, et puis même si ça lâche pas, généralement. Moi, je trouve que j'ai l'impression d'avoir un meilleur recrutement quand je suis en sangle. Après, En fait, généralement, tu vas pouvoir très légèrement changer ton pattern de mouvement sur un. Je te donne l'exemple d'un iliac pull down. En fait, tu vas pouvoir te mettre un peu plus en arrière. Et je sais pas, en fait, je sais pas comment expliquer la chose, mais comme tu vas être plus tenu par la sangle que par vraiment ta main, en fait, tu vas pouvoir aller pas dans des amplitudes un peu plus grandes, mais je sais pas, le pattern est un peu différent, en fait, et tu peux le modifier grâce à ça. Et puis c'est surtout que même si on n'a pas l'impression d'être limité par les avant-bras ou les biceps, généralement, avec les sangles, tu vas pouvoir rajouter une plaque de plus sur le tirage vertical, même sans t'en rendre compte. Ouais, et au final, t'es pas là pour bosser tes avant-bras ou pour bosser tes biceps sur un tirage vertical ou sur un tirage horizontal ou peu importe. T'es là pour vraiment te fracasser les dorsaux ou les trapèzes, etc. Donc, tous les muscles de la chaîne postérieure. Enfin, voilà. Donc, après, pour les tirages, voilà. Et je pense que c'est plus ou moins toutes les utilisations possibles des sangles de tirage. oui. Après, il y en Moi, a c'est d'autres. les deux utilisations que j'en ai, dans tous les cas. Ouais, personnellement aussi, mais moi je conseillerais à tout le monde, que ce soit en body ou Ouais. en power, enfin en accessoire tout court. Mais surtout que ça coûte rien, en fait. C'est ça, où tu peux même les créer toi-même, t'achètes 2 ceintures de judo, mon pote, et tu les coupes en deux, et puis terminé. C'est très rapide. Enfin bref, pour moi c'est un équipement quasi indispensable, mais en fait, ça Mais coûte je vois tellement trop rien peu que... de gens en avoir quand même, tu vois. C'est ça. Déjà, voir des gens faire leurs accessoires, c'est compliqué. Allez. Donc si en plus tu leur demandes d'acheter du matériel pour... Non, mais voilà. Donc après, je pense qu'on a fait le tour aussi sur les angles de tirage. Donc, après, les équipements, vraiment, enfin, les équipements, c'est pas vraiment ça, mais du consommable, il y a la magnésie et le talc. Pour moi, surtout la magnésie. Pour moi, tu peux pas t'entraîner correctement sans magnésie. En gros, c'est impossible. C'est impossible, surtout en été, même en hiver. Tu transpires un peu des mains, comme moi, et au final, tu fais n'importe quel mouvement, t'as la barre qui glisse. Sur le terre, pour moi, sur le terre, en fait, tu vas perdre 25 kilos sur ton max sans magnésie. Mais c'est la vérité, hein. C'est comme passer d'un double prona à un mixte, en fait. D'un mixte à un double prona. Ouais, exactement, c'est ça. Ouais. Donc, tu viens te limiter. Et donc, pour moi, c'est un indispensable, la magnésie. Tout le monde devrait en avoir, liquide ou solide, peu importe. Et le talc, pour moi, c'est moins un indispensable, mais en fait, ça peut énormément te limiter sur ta capacité de travail aussi sur le terre. Quand tu arrives sur des singles, des choses comme ça te limite, mais pas tant que ça. Par contre, quand tu arrives sur des x5, x4, où, certes, sur un x1, tu vas peut-être, ça va t'enlever, ça va te créer un peu plus de stress au niveau du haut de la cuisse. Mais quand tu as 5 reps à enchaîner ou 7, et qu'en fait, tu as toujours un petit peu de stress qui se rajoute, peut-être qu'au final, tu vas perdre 3-4 reps à cause de ça. Donc, rajouter du talc, moi, c'est quelque chose que j'ai pas mal délaissé avant. Et maintenant, je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais limite, sur un x5, rajouter 10 kilos de plus avec du talc, quoi. Donc, tant qu'à faire... Ouais, clairement.
Pour moi, Je- c'est quelque chose de quasi indispensable. Mais après, voilà, faites pas les connards à en mettre partout dans la salle. Vous allez au-dessus de la poubelle, vous la mettez, vous allez dans les vestiaires, dans les douches, vous Ouais, dans faites les vos toilettes, trucs. dans les douches, etc. Enfin, après, ça m'étonne pas si vous avez une salle et vous disent ouais, vous n'avez pas le droit, bah, vous trouvez des moyens, mais vous en foutez pas partout, quoi. Ouais, c'est ça, mais en fait, faut juste, je pense qu'il faut juste être un peu adulte et Voilà, juste être faire un pas vers... respectueux, en Tu sais, fait. tu peux pas demander à la salle de faire un pas vers toi si tu fais pas un pas vers eux, tu vois. Exactement. Je veux dire, même si t'en fous partout, bah voilà, tu vas demander à la serpillière, tu vas demander l'aspi, et puis tu nettoies tes barres, tes poids, et normalement, ils vont pas être chiants, tu vois. Je peux C'est comprendre ça. aussi En fait, une généralement, salle s'ils commerciale. interdisent, c'est parce qu'il y a déjà eu des connards juste avant, Ouais, tu vois. voilà, c'est Donc, ça. C'est ça. donc, Donc, donc voilà. Et bon, je pense que c'est tout pour ça. Et peut-être, bon, je pense que tu voulais parler. J'ai vu que voulais parler du tracker de vitesse. ouais, bah peut-être juste rapidement. Je sais pas si toi t'as des athlètes qui l'utilisent ou si toi t'as déjà Jamais, expérimenté. jamais encore. Mais bon, j'ai déjà eu pas mal de retours dessus, plutôt positifs. Après, je pense que c'est vraiment la dernière chose à acheter. Vraiment, Oui, genre, ouais. Alors ça si t'as coûte de déjà, l'argent ça à coûte dépenser, par si t'as de l'argent à dépenser ou que plutôt acheter une ceinture SBD déjà, tu vois. exactement. Si t'as de l'argent à dépenser ou que comment dire, t'es un Un bon athlète, on va dire niveau. plutôt haut niveau, ça peut être Mm. intéressant pour compléter ton entraînement. Et je considère encore une fois même pas ça être le plus important. Euh, Mm. Parce qu'encore une fois, il faut que le coach sache l'utiliser et je sais que je crois que c'est The Stress Guys qui coach généralement aussi en Avec ça, ouais. vitesse. J'avais entendu ça. Donc, faut que le coach sache l'utiliser, qu'il ait déjà utilisé lui-même. Personnellement, je comprends l'utilisation. C'est à comprendre, c'est pas non plus très compliqué, mais réussir à l'appliquer à la programmation, c'est plus compliqué. Personnellement, je me sentirais pas, en tout cas pas d'expérience actuelle, parce que je l'ai pas encore pratiqué, de programmer par En exemple fait, une c'est single juste de la vitesse par exemple. data. C'est de la data supplémentaire et comme d'hab, en C'est fait, de ça. la data pour de la data, ça sert à rien, Bah, c'est ça. C'est si globalement. tu prends de la data pour au final ne pas l'exploiter, Ouais. la data tu la laisses de côté, tu t'en fous en fait. Et C'est surtout juste que, rajouter des infos pour rien en fait, tout simplement. ouais, Voilà. je suis assez d'accord. Globalement, je partage ton T'as avis. d'autres équipements qui te viennent en tête ou pas du tout? Là, pas du tout. Je crois qu'on a globalement bien fait le tour. Je sais pas si toi, tu pensais encore à d'autres choses. Ouais, non, pas du Le tout. trépied. Acheter un Ouais, non, trépied. exactement. Bon, après, moi, j'en ai pas, mais je prends une chaise ou je prends Ouais. où j'empile deux haltères, puis je pose ma bouteille, puis je pose ma truc. Ça marche très bien aussi. Mais C'est quand on reçoit des retours avec des vidéos filmées c'est du sol, le là, t'es sur téléphone la au sol, bouteille, là. mais t'as le téléphone, il a 45 degrés pour te filmer. Au final, tu sais pas si le mec a la def ou pas. Un plaisir, quoi. Ouais, Enfin bon. un trépied, 19 balles chez Boulanger. Voilà. Ouais, ou 5 € sur AliExpress, vous le recevez au bout d'un mois, mais ça fait le taf. Comme les Et t-shirts Kaitsu. exactement, t-shirt Kiritsu, on sort bientôt une nouvelle collection, voilà. Envoyez-nous un DM. Non, mais je pense qu'on peut conclure. Voilà, donc si vous êtes à la recherche d'un coaching, surtout que la saison recommence incessamment sous peu, donc elle a déjà commencé, il y a déjà des compétitions qui sont déjà en place, Ouais. donc n'hésitez pas à nous envoyer un DM, ou tout simple que ce soit pour nous demander des informations ou directement commencer un coaching. On propose aussi des entretiens vidéo gratuits, juste pour vous expliquer deux, trois petites choses, si vous voulez des compléments d'informations sur le coaching, etc. En sachant que nous, on accompagne en compétition autant que possible, donc dans toute la zone Grand Est Paris et dans toute la zone sud, donc quasiment toute la France en fait, tout simplement. Majoritairement, on essaye, en tout cas. Donc voilà. Donc si vous avez des questions par rapport à ça, on a également donc Bushido qui est un programme sur 12 semaines gratuit qui vous permet de vous préparer une compétition, entre autres. Euh, Plus d'autres programmes qui sont également disponibles, donc comme Senshi qui est un programme de hors-saison qui est disponible sur notre site. On a un programme de street lifting également. Donc voilà, on propose pas mal de choses, donc n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram ou directement par mail, que ce soit Nathan ou Nathan. euh, donc voilà, bisous.